L'encre de l'acte de divorce à peine sèche sur le papier, je n'ai ni pleuré, ni crié, ni supplié personne. La première chose que j'ai faite a été d'aller chercher mon beau-père, Henri Dubois, le patriarche, cloué à un fauteuil roulant par une hémiplégie, pour l'emmener moi-même devant la porte de la maîtresse de mon mari. Et à l'instant précis où cette jeune femme leva les yeux, horrifiée, vers le vieil homme, ma belle famille explosa, comme une bombe à retardement. Eux qui m'avaient toujours considéré comme la bru soumise, la femme qui endure tout en silence, n'auraient jamais imaginé, même dans leur pire cauchemar, que j'oserais, en plein jour, déterrer toute la pourriture qu'ils cachaient derrière les deux mots de « grande famille ». Et ce n'était que le début. Ce qui suivit fut une cascade de vérités choquantes. Une contre-attaque que personne n'avait anticipée, des excuses tardives, et un testament qui fit baisser la tête à l'ensemble du clan Dubois. Je m'appelle Élise Moreau, j'ai 35 ans. J'ai cru un jour que le mariage était le fruit magnifique de l'amour, un refuge pour la vie. Mais ce n'était qu'un parave dissimulant un tissu de mensonges, de trahison et d'une indifférence cruelle. Mes 10 années en tant qu'épouse d'Antoine Dubois furent un long chemin de patience et de sacrifice. Les gens pensaient que je menais la grande vie, un mari directeur dans un grand groupe de BTP, un bel appartement dans le 6e arrondissement de Lyon, une voiture de fonction, et le statut enviable de belle-fille d'une famille de notables. Mais ils ignoraient les nuits où je dînais seul, où j'attendais en vain un mari prétendument en déplacement, recroquevillé dans notre lit, incapable de trouver le sommeil. Les doutes avaient commencé à germer quand Antoine était devenu irritable et distant, quand ses chantiers lointains et ses projets urgents se multipliaient, justifiant des nuits passées dehors. Mais une femme amoureuse, une femme qui a fondé un foyer, est la plus facile à tromper, surtout par elle-même. Je lui faisais une confiance aveugle. Puis, un après-midi pluvieux, ma vie a basculé. J'ai aperçu par hasard la voiture d'Antoine, si reconnaissable, garée devant un petit bistrot dans une ruelle discrète du vieux Lyon. Me disant que ce n'était qu'une coïncidence, je suis entré, j'ai commandé un café et me suis assise à une table en face. Et je l'ai vu, mais il n'était pas seul. À ses côtés, une jeune femme d'une vingtaine d'années, jupe courte, rouge à lèvres écarlates, un regard aguicheur. Il se tenait la main, riait avec une complicité évidente. Je suis resté pétrifié sur place. Ce jour-là, je ne me suis pas précipité pour l'agripper par les cheveux ou faire un scandale. Je me suis levé calmement, j'ai payé et je suis rentré à la maison. Sur le chemin du retour, les larmes coulaient comme la pluie sur le pare-brise. Je ne pleurais pas à cause de la trahison, je pleurais parce que je réalisais à quel point j'avais vécu en aveugle volontaire. De retour à la maison, je me suis planté devant notre photo de mariage accrochée au mur. Il fut un temps où nous sourions ainsi, nous promettant un amour éternel. Mais maintenant, j'étais seul face à cette image. C'est là que j'ai compris. Il était temps d'en finir. 3 jours plus tard, je remplissais les papiers du divorce. Sans une larme, sans un mot de supplication. J'ai déposé le dossier au tribunal, et il n'a fallu que 10 minutes pour mettre un point final à un mariage que j'avais cru éternel. Mais je ne me suis pas arrêté là. Il me restait une dernière rancune à solder. Je me souvenais vivement des paroles de ma belle-mère le jour de mon mariage. « Élise, sache que c'est une chance pour toi d'entrer dans notre famille. C'est une famille de prestige. Ton beau-père était un notaire respecté. Tout le monde ici a fait des études. Tiens-toi bien. Ne salis pas le nom de cette famille. » Pourtant, ces gens qui se vantaient sans cesse de leur distinction étaient restés les bras croisés en voyant leur fils me tromper. Ma belle-mère savait tout. Loin de l'en dissuader, elle l'avait couvert. Mon beau-père, malgré son hémiplégie, ne manquait jamais une occasion de pontifier depuis son fauteuil. Un homme peut avoir une aventure ou deux. Une épouse doit savoir préserver son foyer et comprendre son mari. Pendant 10 ans, j'avais assez enduré. Le matin où le divorce fut officiellement prononcé, je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé directement à l'EHPAD où résidait mon beau-père. Doucement, comme je le faisais toujours pour l'emmener à ses rendez-vous médicaux, j'ai poussé son fauteuil roulant. Mais cette fois, la destination n'était pas l'hôpital. Je l'ai conduit chez Chloé Martine, la maîtresse d'Antoine. Une maison de location dans un lotissement neuf de la banlieue, une façade jaune criard et un portail en fer vert de mauvais goût. Quand j'ai sonné, la porte s'est ouverte et Chloé s'est figée en me voyant. « Élise, qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai affiché un sourire qu'elle n'oublierait jamais et j'ai dit « Oh, rien de spécial.
Je suis juste venu déposer l'homme le plus important de cette famille. Je me suis retourné, et j'ai poussé le fauteuil en avant. Monsieur Dubois écarquilla les yeux, horrifié. « Et, Élise, où m'as-tu emmené? Où sommes-nous » Je me suis penché, et j'ai murmuré d'une voix glaciale. « C'est ici que votre fils passe ses nuits, beau papa. C'est ici que l'héritier du clan Dubois savoure son avenir avec sa maîtresse chaque soir. À partir d'aujourd'hui, vous allez vivre ici. Votre ex-belle-fille n'a plus aucune obligation envers cette famille. » Comment? Comment oses-tu? Balbutia Théil, le visage passant du rouge au violet. L'acte de divorce est signé. Quoi que je fasse maintenant, vous n'avez plus aucun droit de m'en empêcher. Le visage de Chloé devint livide. Non, c'est impossible. Je ne peux pas. Comment voulez-vous que je m'occupe d'un vieil homme? Tu n'auras pas à t'occuper de lui. Mais si tu n'avais pas existé, ma famille n'aurait pas volé en éclats. Il est temps que tu assumes ta part de responsabilité. J'ai posé à côté d'eux un sac contenant ses médicaments, des instructions de soins et quelques vêtements, puis j'ai tourné le dos à leur visage abasourdi. Ce jour-là, je suis rentré à pied. Il pleuvait, mais mon cœur était léger comme une plume. Ce que Chloé ferait, je n'avais pas besoin de le savoir. Je considérais simplement cela comme mon dernier cadeau à ceux qui avaient piétiné mon cœur. Mais je n'imaginais pas que ma belle famille imploserait en une seule nuit. À peine arrivé chez mes parents, dans leur petite maison du Beaujolais, mon téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement. Je n'ai pas répondu, je ne voulais rien entendre. Je voulais savourer cette paix nouvelle, après des années enfermées dans la prison de la belle-fille modèle. Mais à la 7e sonnerie, j'ai vu le nom « Belle Maman » s'afficher sur l'écran. J'ai soupiré et décroché. Une voix stridente, presque un hurlement, a éclaté. « Élise, tu es folle? Déposer mon beau-père chez cette traînée. Tu as perdu la tête? Tu sais ce qu'on dit dans toute la famille ?» J'ai gardé une voix calme. J'ai simplement déposé beau-papa dans un endroit que votre fils fréquente assidûment, pour qu'il ait un aperçu de la vraie vie que vous avez ignorée pendant si longtemps. Toi, comment oses-tu, espèce d'effronté? Après tout ce que j'ai fait pour toi pendant 10 ans, c'est comme ça que tu me remercies, par une telle ingratitude? 10 ans? Pendant les 10 ans où j'ai été votre belle-fille, vous ne m'avez jamais considéré comme un membre de la famille, pas une seule fois. Hey, dès mon premier jour, vous m'avez fait lever à 5 heures du matin pour préparer le petit déjeuner de toute la maisonnée, pendant que vous et Antoine ronfliez encore. Quand j'avais de la fièvre, vous disiez que je faisais la comédie. Quand j'étais enceinte, vous m'avez fait continuer à faire les courses comme si de rien n'était. Et quand j'ai fait une fausse couche, vous avez dit que c'était le destin qui refusait un enfant à une femme stérile. Et maintenant, vous osez dire que vous avez fait quelque chose pour moi? Le silence se fit à l'autre bout du fil. Je n'ai pas attendu de réponse et j'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai dîné avec ma mère. Elle a délicatement retiré les arêtes d'un poisson pour moi et m'a demandé doucement « Tu penses vraiment que c'était la bonne chose à faire ?» J'ai levé les yeux vers elle et j'ai dit lentement « Maman, si j'avais continué à endurer en silence, à souffrir seule, les gens m'auraient prise pour une idiote. Mais quand on a assez supporté, on doit aussi avoir le droit de riposter. Ce n'est pas pour me venger, c'est pour leur montrer que je ne suis pas la femme faible qu'ils imaginaient. » Ma mère n'a plus rien dit, mais j'ai vu dans son regard une forme de soulagement. C'était peu, être de la fierté, ou peu, être de la pitié. Le lendemain matin, ma belle-mère, Isabelle Dubois, a débarqué chez Chloé, flanquée du deuxième oncle, de sa femme et de 2 cousins. J'ai appris la nouvelle par une amie, présidente de l'association des commerçants du quartier. La maison de Chloé se trouvait dans sa rue. Mon amie m'a appelé, excité. « Mon Dieu, Élise, ta belle famille est en train de faire un scandale chez cette fille. Ta belle-mère l'insulte de tous les noms et essaie de récupérer ton beau-père, mais cette Chloé pleure et refuse, en disant que tu lui as bien précisé qu'elle devait s'en occuper elle-même. » J'ai esquissé un sourire. En réalité, je n'avais jamais dit ça. Mais je connaissais bien le caractère de Chloé, habituée à être entretenue et servie, une seule nuit à entendre un vieil homme crier pour avoir à manger, ou pour aller aux toilettes lui aurait suffi à avoir la tête qui explose. De plus, M. Dubois n'était pas un homme au tempérament doux. Depuis son AVC, son caractère était devenu encore plus capricieux et têtu. Même moi, qui m'étais occupé de lui pendant des années, j'avais parfois du mal à contenir ma colère quand il tapait sur la table en exigeant que ce soit sa belle-fille qui lui donne à manger,
refusant la nourriture de l'aide-soignante. À l'heure qu'il est, il devait hurler à plein poumon dans cette maison inconnue, et Chloé devait être au bord de la crise de nerfs, morte de honte. N'était-ce pas là le prix à payer pour avoir volé le mari d'une autre? La vie n'est pas aussi simple qu'un feuilleton. Vers midi, un autre appel. Cette fois, c'était Antoine. Je n'ai pas répondu. Un SMS est arrivé. Élise, qu'est-ce que tu as fait à mon père? Tu es folle? Un autre a suivi. Toute la famille est en ébullition. Maman va finir à l'hôpital avec sa tension. Tu veux vraiment que tout le quartier soit au courant? J'ai répondu par une seule phrase. Je n'ai pas honte de ce que j'ai fait. Mais toi, tu es tellement lâche que tu n'arrives même pas à reconnaître tes propres actes. Un homme qui abandonne son père vieux et malade à son ex-femme et à sa maîtresse devrait peu être commencé par se regarder dans un miroir. Puis, j'ai bloqué son numéro. Dans l'après-midi, j'ai entendu une voiture s'arrêter devant la maison de mes parents. Par la fenêtre, j'ai vu Isabelle Dubois. Elle portait la même robe en soie à motif de fleurs violettes que j'avais lavée tant de fois. Mais aujourd'hui, ses cheveux étaient en désordre, ses yeux gonflés, son visage défait. Elle a crié depuis le portail. « Élise Moreau, sors de là. Sors que je te parle. » Ma mère est sortie la première. Sa voix était calme. « Madame Dubois, si vous avez quelque chose à dire, dites-le-moi. C'est ma maison. Et ma fille n'est plus votre belle-fille. Non, il faut qu'elle sorte. Elle a mis notre famille sens dessus-dessous. » Je suis sorti, sans crainte. « Belle maman, que faites-vous ici? Comment oses-tu me le demander? Tu as couvert notre famille de honte. Tu veux que tout le voisinage se moque de nous? » Je l'ai regardée avec un regard qu'elle n'avait jamais vu, comme si je la voyais vraiment pour la première fois. Je n'ai couvert personne de honte. J'ai simplement révélé la vérité. Si vous aviez si peur de la honte, il aurait fallu apprendre à votre fils à avoir honte de lui-même. Toi, je vais te poursuivre en justice pour diffamation. Alors, faites-le, belle maman. J'ai des preuves à ne plus savoir qu'en faire. L'enregistrement de la conversation d'Antoine et Chloé au bistrot, les images de vidéosurveillance de l'hôtel. Même mon dossier médical, prouvant que j'ai consulté un psychiatre pour harcèlement moral. Si vous voulez aller jusqu'au procès, j'y suis prête. Mais je crains que ce ne soit pas moi qui serai couverte de honte. Isabelle Dubois s'est figée. Elle n'avait jamais imaginé que j'avais préparé les choses avec autant de minutie. Je sais qu'elle m'avait toujours prise pour une simple fille de la campagne, douce et obéissante. Mais elle avait oublié une chose. Une femme poussée à bout devient plus forte que n'importe qui. Finalement, elle a tourné les talons en silence. Je l'ai regardée s'éloigner, non plus avec colère, mais avec un sentiment de légèreté. Le grand nettoyage avait commencé, mais ce n'était pas tout. J'avais encore entre les mains un secret qui empêcherait Antoine et toute sa famille de relever la tête pour toujours. Au moment où ma belle-mère franchissait le portail, je suis resté longtemps planté là. Sa démarche lasse, un mélange de colère et d'impuissance. C'était une image que j'avais vue d'innombrables fois pendant mes 10 ans de mariage. Mais à l'époque, c'était moi qui la suppliais, la craignais, tremblant au moindre de ses mots, à la moindre de ses expressions. Aujourd'hui, c'était moi qui la forçais à baisser la tête. Non pas par méchanceté, mais parce que je ne pouvais plus supporter. Et ce qu'elle ignorait encore, c'est que le vrai séisme n'avait même pas commencé. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai sorti une petite boîte en fer, fermée par un vieux cadenas. Je l'avais cachée là il y a 3 ans, au moment où les premières fissures étaient apparues dans cette famille. Qu'y avait-il à l'intérieur? Des preuves, des documents et des enregistrements que j'avais collectés en secret pendant tout ce temps. À l'époque, je n'osais même pas penser au divorce, mais être que mon intuition de femme me disait déjà, le jour où ma patience atteindrait ses limites, il me faudrait une arme. Et le moment était venu d'ouvrir cette boîte. Il y a 3 ans, avant que mon beau-père ne soit terrassé par son AVC, lors d'une réunion de famille, j'avais surpris par hasard une conversation entre lui et Antoine dans le bureau. La porte était entr'ouverte alors que je nettoyais le salon. La voix de mon beau-père résonna. « Cet enfant, tu dois bien le cacher d'Élise. Si elle l'apprend, c'est la fin de cette famille. » « Quel enfant ?» Antoine répondit à voix basse. Mais je l'entendis distinctement. « Père, je me suis occupé de tout. Je lui envoie une pension alimentaire généreuse chaque mois, et cette femme ne parlera pas. Elle connaît sa place. » Je suis resté figé, mais j'ai fait comme si je n'avais rien entendu.
À partir de ce jour, j'ai commencé à enquêter discrètement. J'ai demandé à une connaissance qui travaillait comme gardien dans le quartier fréquenté par Antoine de le surveiller les jours où il faisait des heures supplémentaires. J'ai installé une application de géolocalisation sur un téléphone portable secondaire que j'avais emprunté sous prétexte de jouer à des jeux pour déstresser. Et j'ai pris une semaine de vacances sans raison. En réalité, c'était pour suivre les traces laissées par Antoine. Et je l'ai trouvé. Une femme, dans un vieil immeuble de Villeurbanne, qui élevait un petit garçon d'environ 5 ans. L'enfant avait les mêmes yeux qu'Antoine, et la forme de sa bouche rappelait celle de mon beau-père dans sa jeunesse. Je suis resté assise 2 jours entiers dans le café d'en face. Le 3e jour, j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis approché, prétextant chercher un appartement. La femme, qui s'appelait Sophie, m'a ouvert. Ses yeux ont trahi une brève panique en me voyant, mais elle a vite retrouvé son calme. J'ai posé quelques questions pour un prétendu neveu, puis j'ai tendu une sucette à l'enfant et lui ai demandé gentiment « Comment tu t'appelles, mon grand ?» L'enfant a marmonné « Léo. Et comment s'appelle ton papa, hein ?»« Mon papa s'appelle Antoine. Mais maman a dit qu'il ne fallait le dire à personne. » J'ai eu l'impression que quelqu'un me serrait le cœur. J'ai souri, je l'ai remercié et je suis parti. Mais dans la poche de ma veste, mon téléphone enregistrait depuis le début de la conversation. Et j'ai conservé cet enregistrement jusqu'à aujourd'hui. Léo était le fils illégitime d'Antoine et de Sophie. Sophie, de près de 10 ans ma cadette, avait été comptable sur un projet géré par l'entreprise d'Antoine. Leur liaison avait commencé lors de fréquents déplacements en province, et lorsque Sophie était tombée enceinte, Antoine avait accepté de verser une pension en échange de son silence. Mon beau-père était au courant et s'était tu. Ma belle-mère, soit l'ignorait, soit faisait semblant de ne rien savoir par peur de nuire à la réputation de son fils. J'ai eu envie de tout révéler, de les confronter. Mais à chaque fois, l'image de mon beau-père hémiplégique et le souvenir des rares moments de gentillesse de ma belle-mère me revenaient. J'avais peur de devenir la méchante. Mais maintenant, je savais, mon silence avait nourri leur faute. J'ai mis l'enregistrement, quelques photos de Léo avec Sophie et une lettre manuscrite dans une épaisse enveloppe. Chère belle maman, voici la vérité que votre famille m'a cachée pendant des années. Zovis et Zeluado, c'est fait. Je sais depuis 3 ans que votre fils a un enfant illégitime, mais je me suis tu pour préserver notre famille. Maintenant que je ne fais plus partie de votre clan, je n'ai plus de raison de garder ce secret. S'il vous reste un peu de fierté, faites en sorte que cet enfant ne grandisse pas abandonné comme sa mère. Quant à moi, mon rôle de gentille belle-fille est terminé. Désormais, vivons chacun selon nos choix. J'ai fait livrer la lettre en main propre par un coursier, et à peine 4 heures plus tard, ma belle famille a volé en éclats, comme une bombe qui explose avec un temps de retard. Ce soir-là, la sonnerie retentit. C'était Laurent, le cousin d'Antoine, un des hommes les plus sensés de la famille. « Élise, j'ai tout appris. Je suis vraiment désolé. Je ne savais rien. Je comprends seulement maintenant pourquoi tu as pris cette décision. » J'ai souri légèrement. Je n'ai besoin des excuses de personne, Laurent. Je voulais juste que tout le monde affronte la vérité. En fait, j'aimerais que cet enfant soit reconnu. Il n'a rien fait de mal. Je comprends. Mais toi, ça va? Oui, ça va, Laurent. Pour la première fois en 10 ans, j'ai l'impression de décider de ma propre vie. J'ai raccroché et j'ai regardé le ciel. Une fine pluie commençait à tomber. Je ne m'étais jamais senti aussi forte. Dans l'après-midi, alors que le ciel virait au gris, j'ai reçu un message d'une personne inattendue. C'était la sœur d'Isabelle Dubois, la tante d'Antoine, Hélène. Le message était court. « Élise, je viens d'apprendre. Tu as bien fait. Mais sois prudente. Ma belle-sœur a perdu la raison et est en train de crier sur tous les toits pour retourner la situation. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive des ennuis. » J'ai relu ce message 3 fois. Mon cœur, jusqu'alors serein, s'est soudainement serré. Je connais Isabelle Dubois. J'ai vécu plus de 10 ans dans son ombre. Cette femme peut être patiente, souriante, faire semblant d'être distinguée en public. Mais dans le dos, elle est capable de manigancer les plans les plus machiavéliques. Quand j'avais été promu chef de service, elle m'avait forcé à démissionner en disant qu'une femme qui réussit trop bien tue son mari. Quand je n'arrivais pas à avoir d'enfant, elle avait appelé ma mère en secret pour lui lancer que sa fille était stérile, la faisant pleurer des nuits entières. Devant les autres membres de la famille,
Elle disait sans gêne. Notre Élise est gentille, mais un peu simplette, elle ne se rend même pas compte que son mari la trompe. J'avais tout encaissé. Mais si aujourd'hui elle manigançait encore, je ne resterais pas les bras croisés. Ce soir-là, un long message a été posté sur le groupe de discussion familiale WhatsApp depuis le numéro d'Isabelle Dubois. Chers aînés de la famille, je tiens d'abord à dire que j'assume l'entière responsabilité pour les récents troubles. Cependant, je dois préciser que l'affirmation d'Élise selon laquelle Antoine aurait un fils illégitime est un pur mensonge, une calomnie visant à salir l'honneur de notre famille. Monsieur Dubois a été emmené de force dans un lieu inconnu, alors que sa santé était fragile, et Élise Moreau a délibérément insulté la famille et diffusé de fausses informations sur les réseaux sociaux. J'ai déjà mandaté un avocat et prépare un dossier. Si Élise continue de nous diffamer, elle sera poursuivie pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Immédiatement, après ce message, les réactions ont fusé. Certains la défendaient, d'autres doutaient. Mais une chose était sûre, Isabelle Dubois tentait de renverser la situation. Je ne me suis pas mise en colère. J'ai calmement fait une capture d'écran, puis j'ai envoyé un unique message sur le groupe. Chers aînés, c'est Élise, votre ancienne nièce par alliance. Pour clarifier les choses, je vous envoie quelques petites preuves. L'enregistrement audio de la discussion entre M. Dubois et Antoine Dubois concernant la pension alimentaire du fils illégitime. Des photos de Léo et de sa mère, Sophie. Le carnet de santé de la CPAM de Villeurbanne, où le nom d'Antoine Dubois est mentionné comme parent. Une photo d'Antoine Dubois et de Sophie entrant ensemble à l'hôtel Mercure, date 5 mai. Je ne souhaite pas envenimer les choses, mais si quelqu'un continue d'affirmer que je mens, je n'aurai d'autre choix que de soumettre tout cela aux autorités compétentes et de laisser la justice trancher. Un dernier mot. L'honneur d'une famille ne réside pas dans la dissimulation de la vérité, mais dans le courage de l'affronter et de corriger ses erreurs. Quelques minutes plus tard, le groupe de discussion était silencieux comme la mort. Aucun message de réfutation, aucune parole pour défendre Isabelle Dubois. Je pouvais parfaitement imaginer l'ambiance. C'était comme si elle avait reçu une gifle en public, devant ceux qui la croyaient être le parangon de la femme respectable. Cette nuit-là, Antoine a rappelé, d'un numéro inconnu cette fois. Quand j'ai décroché, sa voix était rauque, un mélange de colère et d'impuissance. « Élise, tu ne trouves pas que tu vas trop loin? Tu veux vraiment ruiner ma vie ?» J'ai ri légèrement. « Personne n'a ruiné ta vie. Tu l'as fait toi-même. Je n'ai fait qu'ouvrir la boîte où tu avais entassé tes propres ordures. S'il te plaît, pour Léo, ce n'était pas intentionnel. J'étais saoul. C'était une erreur, et c'est Sophie qui a insisté pour garder l'enfant. Je paie la pension depuis des années. S'il te plaît, n'aggrave pas les choses. Maman est à l'hôpital avec sa tension, et mon père refuse de manger. Tu seras contente quand on sera tous morts? Je suis restée silencieuse un instant, puis j'ai répondu, en détachant chaque mot. Je ne souhaite la mort de personne. Je souhaite seulement que les vivants affrontent la vérité. Léo est ton fils. Il mérite d'être reconnu, pas d'être caché comme un secret honteux. Fais ce qui est juste, avant qu'il ne soit trop tard. Le téléphone a été raccroché. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. Car dès le lendemain matin, un événement inattendu s'est produit. La tante d'Antoine, Hélène, celle qui m'avait envoyé le message, m'a contacté pour me proposer de nous rencontrer dans un petit café près de chez moi. Quand je suis arrivé, elle était déjà assise. Son regard était doux, mais empreint d'inquiétude. « Élise, je suis désolé. Pendant 10 ans, j'ai su que tu souffrais, mais je n'ai pas osé intervenir. Ma belle-sœur a un caractère si autoritaire qu'elle déteste quiconque s'oppose à elle. Mais cette fois-ci, je veux être de ton côté. J'ai senti mes yeux s'embuer. Ce n'est pas grave, tante Hélène. Je ne demande à personne de prendre mon parti. Qu'une seule personne me comprenne, cela me suffit. » Elle a posé sa main sur la mienne et a dit d'un ton ferme, « Mais, tu dois savoir une chose. Ta belle-sœur se prépare à convoquer une réunion de famille pour étouffer cette affaire. Elle a fait appel à un avocat pour créer de fausses preuves, en utilisant ta fausse couche comme prétexte pour dire que tu mettais la pression à Antoine et qu'il a dû chercher une héritière à l'extérieur. » J'étais sidéré. Je n'aurais jamais cru qu'elle puisse être aussi abjecte. Hélène a poursuivi. « Mais ne t'inquiète pas. Si elle fait vraiment ça, j'interviendrai et je révélerai tout. Je ne laisserai plus personne t'humilier. »
J'en ai assez, moi aussi, de voir cette famille s'effondrer à cause de mensonges habilement déguisés. Je lui ai serré la main. Pour la première fois en 10 ans, j'avais l'impression de rencontrer quelqu'un dans cette famille qui se souciait sincèrement de moi. Cette nuit-là, j'ai regardé la boîte en fer vide. Toutes les preuves étaient envoyées. Je n'avais plus rien pour me défendre, mais quelque chose commençait à grandir en moi, la confiance en moi-même. Je n'avais pas tort. J'avais simplement récupéré la justice qui m'avait été volée pendant 10 ans. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Une personne inattendue, que je croyais disparue de ma vie, allait refaire surface, portant avec elle un terrible secret qui ferait s'effondrer ma belle famille une nouvelle fois devant l'opinion publique. J'avais pensé que l'affaire du fils illégitime d'Antoine était la plus grosse bombe, le point culminant de l'histoire qui secourait ma belle famille. J'avais tort. Ce qui m'attendait était encore plus terrible. Et cette fois, cela ne venait ni d'Antoine, ni de Chloé, ni d'un tiers. Cela venait du passé profond de ma belle-mère, Isabelle Dubois. Tout a commencé un dimanche matin, par un appel d'un numéro inconnu. Allô, je suis bien avec Madame Élise Moreau, l'ancienne belle-fille de Madame Isabelle Dubois? J'ai été surprise un instant, mais j'ai répondu. Oui, c'est bien moi. Qui êtes-vous? À l'autre bout du fil, une voix d'homme d'âge mûr, un peu rauque, mais très claire. Je m'appelle Jacques Renaud. J'ai été l'amant de Madame Dubois dans le passé. Il y a quelque chose que je ne peux plus garder pour moi, et j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café d'une ruelle tranquille de la presqu'île de Lyon, un endroit peu fréquenté. Il m'attendait déjà à mon arrivée. La soixantaine, les cheveux grisonnants, mais le regard vif, il tenait à la main une liasse de vieux documents. Dès que je me suis assise, il est entré dans le vif du sujet. Je suis désolé de vous contacter si brusquement, mais ce que je vais vous dire risque de vous choquer. J'ai hoché la tête. J'avais déjà un mauvais pressentiment. Monsieur Renaud m'a regardé et a baissé la voix. En 1993, Isabelle et moi étions amants. Nous nous sommes rencontrés lors d'un séminaire pour fonctionnaires. J'étais comptable dans une entreprise agroalimentaire et elle était agent administratif. Nous avions prévu de nous marier, mais elle a soudainement disparu sans un mot. J'écoutais en silence. Un an plus tard, j'ai appris qu'elle avait épousé Henri Dubois, un notaire riche et respecté dans le milieu juridique. J'avais le cœur brisé, mais j'ai pensé que c'était le destin. Puis, 3 mois plus tard, un ami m'a appris qu'elle avait donné naissance à un fils. J'ai retenu mon souffle. Antoine. Monsieur Renaud a hoché la tête et a sorti d'un sac une photocopie d'un test de paternité, vieilli et taché d'eau. Pendant 30 ans, j'ai eu des doutes. Et, il y a 2 mois, lors d'un bilan de santé, j'ai secrètement prélevé un de mes cheveux et j'ai demandé à mon neveu, qui travaille dans un laboratoire, de le comparer à un échantillon de cheveux d'Antoine que j'avais récupéré lors d'une réunion de famille à laquelle j'avais assisté grâce à une connaissance. Le résultat est une compatibilité de 99-97%. J'étais pétrifié. Monsieur Renaud a sorti une vieille photo datant de 1993. On y voyait une jeune femme au regard perçant et au sourire identique à celui d'Antoine. À côté d'elle, un jeune homme, lui passait le bras autour des épaules. Vous comprenez maintenant? Je suis le père biologique d'Antoine, mais Isabelle Dubois m'a abandonné pour un mariage plus avantageux et a trompé Henri Dubois pendant plus de 30 ans. Je n'en croyais pas mes oreilles. Chaque mot qu'il prononçait était comme un coup de foudre. Cette famille, qui m'avait opprimé au nom de l'honneur, de la tradition et de la morale, était en réalité bâtie sur un tissu de mensonges et de tromperies. Mais pourquoi me raconter tout ça maintenant? Monsieur Renaud a soupiré. Parce que j'ai appris que vous étiez opprimé par eux. J'ai lu sur Internet ce que vous avez subi. Je ne pouvais pas laisser mon fils vivre dans une fausse famille sans connaître son identité, ni laisser une femme comme vous être piétinée sans justice. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Il m'a mis dans la main l'original du test ADN, quelques vieilles photos et un journal intime qu'Isabelle avait tenu à l'époque. Dans le journal, elle décrivait son tourment après avoir accouché d'Antoine, d'avoir abandonné l'homme qu'elle aimait pour une vie de mariage confortable. Voilà la vérité. Ce que vous en ferez dépend de vous. Mais je pense qu'il est temps que la lumière soit faite sur des choses qui sont restées trop longtemps dans l'ombre. Je suis rentré avec tout cela. Je n'ai pas dormi de la nuit. D'innombrables souvenirs me sont revenus.
Les jours où Isabelle me reprochait de ne pas savoir préserver les valeurs de la famille. Les jours où elle me harcelait parce que je ne lui donnais pas de petit-fils. Et ce jour où, pointant ma fourchette vers mon visage, elle avait crié « Chacun de tes gestes engage l'honneur de cette famille. C'est une famille exemplaire ici. Ne laisse pas une brebis galeuse salir le troupeau. » Je comprenais enfin. Cette brebis galeuse, c'était elle. Je savais que révéler ce fait ne serait pas seulement un choc, mais porterait un coup fatal à l'honneur de la famille Dubois, cette arme qu'Isabelle avait utilisée pour écraser les autres. Mais je n'éprouvais aucune culpabilité. Elle aussi avait piétiné tant de gens pour préserver cette façade. J'ai appelé Laurent, le seul membre de la famille en qui j'avais encore confiance. « Laurent, tu as un moment ? J'ai quelque chose d'important à te montrer. » Laurent n'a pas posé de questions. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant près de son bureau. Quand j'ai posé la liasse de documents et les photos sur la table, il est devenu blême en les parcourant. Mon Dieu, pas besoin que toute la famille soit au courant. Il suffit que quelques personnes réalisent la véritable nature de cette famille, exemplaire, qu'ils admiraient aveuglément. Laurent est resté longtemps silencieux, puis m'a regardé avec une détermination nouvelle. « Tu n'es pas seule, Élise. Si Isabelle continue de te calomnier, je serai de ton côté. Je le dirai à toute la famille. Je fais partie de cette famille, et ma parole ne sera pas ignorée. » J'ai hoché la tête. Au bout de ces longues et sombres années, pour la première fois, je ne me sentais plus seul dans ce combat. Cette nuit-là, j'ai regardé le ciel par la fenêtre. La pleine lune déversait sa lumière sur les toits rouges de la ville. Je me demandais si une femme comme Isabelle, qui m'avait enseigné les bonnes manières, m'avait opprimé au nom de la gentille belle-fille et m'avait accusé de manquer de morale, aurait le courage de se regarder dans un miroir et d'affronter son propre passé sordide. Je n'en étais pas sûr, mais je savais que le jour où son masque tomberait devant toute la famille n'était plus très loin. La réunion de famille eut lieu le dimanche matin suivant, dans la maison de famille ancestrale du clan Dubois, dans le Beaujolais. Ce lieu, utilisé depuis des siècles uniquement pour les événements les plus importants, mariage, funérailles, baptême, allait devenir la scène de la révélation d'un secret gardé pendant plus de 30 ans. Je n'étais pas invité, mais un message de Laurent, le cousin d'Antoine, m'a décidé à m'y rendre. « Élise, Isabelle a l'intention d'annoncer publiquement que tu ne peux pas avoir d'enfant pour te faire porter le chapeau d'avoir abandonné ton mari et détruit ton foyer. Si tu ne viens pas, tu porteras cette honte pour toujours. Si tu viens, je serai à tes côtés. » Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai choisi une robe simple mais élégante, de couleur ivoire. Pas de maquillage, pas de bijoux. Je voulais me présenter telle que j'étais, une femme imparfaite, mais digne et fière. Ce matin-là, la cour de la maison de famille était bondée. Les visages familiers que j'appelais autrefois oncle, tante, cousin, me regardaient maintenant avec un mélange de suspicion et de murmures. Mais je n'ai pas baissé la tête. J'ai marché droit vers la longue table installée au centre de la cour. Isabelle était assise à la place d'honneur, à côté d'un Antoine qui se tortillait les doigts, visiblement mal à l'aise. Mon beau-père, affaibli, était assis dans son fauteuil roulant dans un coin, silencieux comme une vieille statue. Personne ne s'attendait à ce que j'ose me présenter. Isabelle écarquilla les yeux, se mordit la lèvre, puis afficha un sourire méprisant. « Tiens, l'ex-belle-fille est là. C'est bien. Très bien même. Au moins, tu sais ce que c'est que la honte. » Je me suis assise calmement sur une chaise en bout de table et j'ai levé la tête. Je ne suis pas venu ici pour avoir honte. Dès là que, je suis venu pour dire la vérité à ceux qui préfèrent l'entendre plutôt que des mensonges. Isabelle plissa les yeux. Elle prit une profonde inspiration et se tourna vers l'assemblée. « Chers aînés, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour rétablir la vérité sur les rumeurs que l'ex-femme d'Antoine, Élise Moreau, a répandues sur notre famille. Elle prétend qu'Antoine a un fils illégitime. Elle a abandonné son beau-père chez une inconnue et a menacé l'honneur de notre famille. Tout cela n'est que le fruit de son complexe d'infériorité, car elle ne peut pas avoir d'enfant. » Quelques murmures s'élevèrent. Du côté des femmes, quelqu'un chuchota. « Oh, Élise ne peut pas avoir d'enfant juste parce qu'elle a fait une fausse couche ?» Je me suis levé et j'ai dit, en détachant chaque mot avec force. « Je suis désolé, mais je dois dire cela. Sinon, ma mère et moi vivrons toute notre vie dans l'humiliation. »
J'ai sorti de mon sac la liasse de documents que j'avais préparés et je l'ai posée au centre de la table, devant Isabelle. Toute la famille murmura. Je l'ai regardée. Voici une échographie récente de l'hôpital de la Croix-Rousse. Le médecin confirme que mon utérus est normal et que je peux tout à fait avoir des enfants. Le jour où j'ai fait ma fausse couche, c'est parce que vous m'avez forcé à aller au marché alors que j'avais plus de 38 de fièvre. Vous vous en souvenez? Le visage d'Isabelle devint blême. Elle tenta de garder son sang-froid. Ce sont des inventions de ta part. Si ce sont des inventions, comment expliquez-vous cet enregistrement où vous dites qu'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant n'a rien à dire si sa belle-mère lui trouve une remplaçante pour assurer la descendance? J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur play. La voix aiguë et méchante d'Isabelle résonna clairement. L'atmosphère se glaça instantanément. Plusieurs aînés froncèrent les sourcils et détournèrent la tête. Hélène, la sœur d'Isabelle, était pétrifiée et murmura « Mon Dieu, Isabelle, je n'ai pas arrêté et j'ai présenté un autre document. Voici le résultat du test de paternité de Léo, le fils illégitime d'Antoine Dubois et de Sophie. Compatibilité de 99-97%. Avec le cachet et la signature du laboratoire de médecine légale. Né. Si quelqu'un souhaite une contre-expertise, je l'accompagnerai volontiers à l'hôpital. » Les murmures s'intensifièrent, comme une vague. Antoine, le visage livide, se recroquevilla sur lui-même. Isabelle lui cria « Tais-toi, ne reconnais rien, je t'avais dit de cacher ça. » J'ai fait une pause avant de lancer ma dernière bombe. J'ai lentement sorti le 3e test de paternité, l'original envoyé par Jacques Renaud, et le vieux journal intime d'Isabelle. Je suis désolé d'en arriver là. Mais puisque vous avez décidé de m'humilier devant toute la famille, je ne peux plus me taire. J'ai posé le papier au centre de la table et j'ai dit d'une voix tremblante mais ferme. Ceci est le résultat du test de paternité entre Antoine Dubois et M. Jacques Renaud, votre amant avant votre mariage avec beau-papa Henri Dubois. Le résultat confirme que M. Renaud est le père biologique d'Antoine et non Henri Dubois. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Isabelle, comme frappée par la foudre, se leva d'un bond et cria « Tu es folle. Ne mens pas. C'est une histoire que tu as inventée. Si c'est une histoire que j'ai inventée, comment expliquez-vous ce journal intime que j'ai retrouvé? C'est votre écriture. Il y a même un passage où vous écrivez « J'aime Jacques, mais je dois épouser Henri pour changer de vie. » Hélène porta la main à sa poitrine et laissa tomber sa tête sur la table. La cour devint un chaos. Des gens qui posaient des questions, d'autres qui doutaient, d'autres encore qui étaient sous le choc. Mon beau-père, assis en silence, tremblait des 2 mains, les lèvres serrées. Il ne dit rien, mais une larme coula de son œil gauche. C'était la première fois que je le voyais pleurer. La vérité venait de déchirer le voile de soie qui enveloppait l'honneur de la famille Dubois. Tout était en ruine. Un grand-oncle, un homme âgé et respecté, se leva solennellement. On ne peut plus étouffer cette affaire. Cette famille qui voulait donner des leçons aux autres, c'est fini. Arrêtons-la. Que chacun rentre chez soi et réfléchisse à ses propres actes. Alors, les gens commencèrent à se lever et à partir, un par un. Isabelle criait encore « Vous devez me croire. J'ai tout fait pour cette famille, pour l'honneur de notre nom. Vous ne pouvez pas me tourner le dos. » Mais personne ne la regardait. Même son fils, Antoine, qu'elle avait protégé de toutes ses forces, baissa la tête et, en passant à côté de moi, murmura « Élise, je suis désolé, tu as gagné. » Je n'ai pas souri. Ce n'était pas une victoire, c'était la vérité. Et face à la vérité, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il y a seulement ceux qui ont le courage de l'affronter, et ceux qui passeront leur vie à fuir. 3 jours après cette réunion de famille fatidique, le nom du clan Dubois était sur toutes les lèvres, du marché local au bout de la rue. La rumeur se propageait comme un feu de paille, au-dessus des tasses de café du matin et dans les conversations du soir. Pas besoin des réseaux sociaux. La bouche des gens du quartier était le plus puissant des vecteurs de diffusion. Je suis restée silencieuse, sans ajouter un mot. Je pensais que mon travail était terminé. Mais comme prévu, Isabelle n'est pas restée les bras croisés. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de ma belle-sœur, la femme du 2e frère. C'était une femme douce, discrète, mais droite. « Élise, tu as entendu? Belle-maman prépare une plainte contre toi pour dénonciation calomnieuse et diffamation.
Elle a même engagé un avocat qu'elle connaît. J'ai tressailli, mais je n'étais pas surprise. Depuis le moment où j'avais fait tomber son masque, je m'attendais à tout. Tu en es sûr? Oui. Mon mari est le neveu de cet avocat. Belle-maman lui a apporté des photos retouchées et a prétendu que tu avais monté des enregistrements et inventé des histoires par vengeance après le divorce. J'ai ricané. Photos retouchées, histoires inventées. Alors que j'avais l'original de son journal intime, les résultats d'un laboratoire indépendant et des enregistrements clairs. Mais je ne la sous-estimais pas. Je savais qu'Isabelle n'avait pas besoin de gagner sur le plan juridique. Il lui suffisait de gagner la guerre de l'opinion. Semer le doute dans l'esprit des gens lui permettrait de sauver une partie de sa réputation. C'était la plus vile des stratégies. Le lendemain, j'ai été convoqué à la gendarmerie pour une affaire de diffamation. L'officier qui m'a reçu était une femme d'une quarantaine d'années, à l'allure soignée. Sur son bureau, la plainte portant le nom d'Isabelle Dubois était bien visible. Elle m'a dit poliment : « Madame Moreau, nous vous avons convoqué pour vérifier certains points. Madame Isabelle Dubois affirme que vous avez porté atteinte à son honneur et à celui de sa famille en diffusant de fausses informations. Je comprends qu'il s'agit d'une affaire familiale complexe, mais nous vous demandons de coopérer pour clarifier la position de chacun. » J'ai hoché la tête et j'ai sorti de mon sac tous les documents originaux, les enregistrements datés, les résultats du laboratoire de médecine légale et le journal intime accompagné d'une déclaration manuscrite de Jacques Renaud. J'ai tout posé sur le bureau et j'ai dit distinctement : « Je n'ai calomnié personne, j'ai seulement dit la vérité. Si cette vérité a fait perdre son honneur à quelqu'un, la faute ne m'incombe pas. » L'officier a parcouru les documents et son visage s'est fermé. Au bout d'un moment, elle a relevé la tête. Son regard n'était plus froid, mais teinté d'une sorte d'excuse. J'ai compris. Tout est clair dans ces documents. Je vais faire un rapport à mes supérieurs pour classer cette plainte sans suite. J'ai souri légèrement. Je vous remercie. Mais si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous transmettre un message de ma part à Madame Dubois ? Dites-lui qu'un clou qui dépasse finit toujours par être enfoncé. En sortant de la gendarmerie, le soleil était aveuglant. Un taxi s'est arrêté sur le bas-côté, et la personne qui en est descendue n'était autre qu'Isabelle Dubois. Elle portait un tailleur noir, les cheveux relevés en un chignon strict, et un rouge à lèvres carmin, comme pour les grandes occasions. Mais ses yeux étaient gonflés et ses joues pâles. Elle s'est arrêtée en me voyant. Nous nous sommes regardés en silence. Pas d'insultes, pas de coups. Juste deux regards acérés, comme des lames qui se croisent dans le vide. J'ai parlé la première. « Belle maman, vous n'avez toujours pas abandonné. » Elle a serré son sac à main et a ricané. « Tu te crois maligne. Tu penses que tu vas gagner en déterrant de vieilles histoires ? J'admets mes erreurs, mais tu n'es pas une sainte non plus. » J'ai relevé la tête. « Non, je ne suis pas une sainte, mais je ne prétends pas être morale, comme vous. » Elle m'a regardé longuement. Pour la première fois, il n'y avait dans ses yeux ni mépris, ni colère, juste du vide. Puis, elle a lancé une phrase énigmatique. « Souviens-toi bien, ce n'est pas parce qu'on tombe qu'on ne peut pas se relever. Fais attention. Le vent pourrait tourner. » J'ai souri. « J'espère bien que le vent tournera, dans le bon sens, pour tout ce que vous avez piétiné pendant 10 ans. » Elle a tourné le dos, et je n'ai plus jamais regardé sa silhouette. Cet après-midi-là, je suis allé voir ma mère. Elle était assise sur le perron, écoutant la radio en épluchant des légumes. Je me suis assise à côté d'elle et elle m'a demandé : « Tout va bien ? » J'ai hoché légèrement la tête. « Oui, ça va, mais je pense que ça va faire du bruit. » Ma mère a souri et m'a caressé les cheveux. « Qu'est-ce que ça peut faire que ça fasse du bruit ? Si on vit honnêtement, on n'a rien à craindre. Quel que soit le sens du vent, souviens-toi juste d'une chose, ne vis jamais comme les gens qui t'ont fait pleurer. » J'ai posé ma tête sur son épaule. Pas un seul instant pendant ces 10 ans de mariage je ne m'étais senti aussi en paix. Mais une semaine plus tard, un message anonyme a été posté sur un grand forum féminin. Le titre : « La vengeance d'une ex-belle-fille. Je dénonce la vérité déformée et la calomnie envers ma belle-mère. » Et eut-on ces pièces ? Le message était truffé de fausses informations et de déformations, prétendant que j'étais jalouse de la jeune maîtresse d'Antoine parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant, et que j'avais inventé l'histoire du fils illégitime et le passé de ma belle-mère pour détruire ma belle famille après le divorce. Le message s'est répandu comme une traînée de poudre,
Certains y croyaient, d'autres doutaient, et certains ont même fouillé ma vie privée pour se moquer de moi. J'ai vraiment été ébranlé. J'ai essayé de rester silencieuse, mais ma mère m'a pris la main et m'a dit « Tu ne dois pas reculer. Si tu recules, les gens penseront que tu es en tort. » J'ai hoché la tête, et pour la première fois, j'ai publié un message public sur mes propres réseaux sociaux. J'ai joint toutes les preuves, photos, résultats d'analyse, fichiers audio, et même une lettre manuscrite du père biologique d'Antoine, Jacques Renaud. En à peine 30 minutes, le message a été partagé des milliers de fois, et quelque chose d'inattendu s'est produit. Même Chloé, la maîtresse, est intervenue. Elle a posté un court message. Je ne voulais pas m'en mêler, mais je confirme qu'Élise Moreau n'a pas menti. Antoine Dubois et moi avons un enfant. Je n'ai jamais subi de violence ou de calomnie de sa part. La seule personne qui m'a suggéré de garder le silence était son ex-belle-mère. La communauté en ligne a explosé. Isabelle Dubois, qui avait menacé, calomnié et inventé des histoires, est devenue officiellement la cible de la vindicte publique. La famille Dubois a été radiée de l'association caritative locale et est devenue la risée de tout le quartier. Et moi, j'ai poussé un soupir de soulagement, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je n'avais enfin plus rien à cacher. Après avoir publié toutes les preuves sur les réseaux sociaux, tout s'est déchaîné comme une tempête, balayant le masque de vertu hypocrite de ma belle famille. Le quartier était en émoi, les forums en ligne me soutenaient, et ceux qui m'avaient soupçonné et critiqué ont discrètement supprimé leurs messages ou m'ont envoyé des excuses. Chloé, que j'aurais cru souhaiter ma disparition, a mis un point final au mensonge de la famille Dubois en une phrase « Élise Moreau ne m'a jamais fait de mal. C'est moi qui étais en tort, et je le reconnais. Je pensais que tout était terminé, que ma vie allait retrouver son calme. Mais il semble qu'après avoir franchi une porte douleur, une autre s'ouvre. Non pas pour me faire plus de mal, mais pour me demander « Es-tu prête à vivre différemment maintenant ?» Un lundi après-midi, alors que je préparais mon CV pour retrouver un travail, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Allô, Madame Élise Moreau ? Je suis Marc Lemoine, le directeur des ressources humaines de Bâtisseurs du Rhône. C'est Monsieur Laurent Dubois qui m'a parlé de vous. Nous avons besoin d'un juriste en interne, et il vous a chaudement recommandé. Seriez-vous disponible pour un entretien demain après-midi ? » Je me suis arrêté net. Laurent, le seul membre de ma belle famille qui m'avait dit « Je te crois, Élise ». Je ne lui avais rien demandé, mais il avait discrètement posé la première pierre pour que je puisse me relever. Oui, merci, je serai là. Le lendemain, je me suis rendu chez Bâtisseurs du Rhône. C'était une entreprise de BTP de taille moyenne en pleine croissance. Le bureau se trouvait au 8e étage d'un immeuble de verre bleu au design moderne. En ouvrant la porte, un homme grand, la quarantaine, manches de chemise retroussées, se tenait devant moi avec un léger sourire. « Madame Élise Moreau, je suis Simon Chevalier, le PDG. Je vous attendais. J'ai été un peu surprise. » Le PDG en personne qui m'accueille à l'entrée. Nous sommes entrés et avons discuté pendant plus d'1 heure. Ce n'était pas un entretien classique. Il m'a posé des questions qui allaient au-delà de mes compétences professionnelles. Quand je pense à ce que vous avez traversé, avez-vous vraiment envie de retravailler dans un environnement aussi stressant ? J'ai répondu sans réfléchir. Ce n'est pas que j'ai envie, c'est que je dois le faire. Pour survivre, et pour ne dépendre de la pitié de personne. Il a eu un sourire à la fois doux, chaleureux, et qui semblait cacher une histoire. Alors, bienvenue chez Bâtisseurs du Rhône. Avant même que je comprenne, il m'a tendu la main. Inutile d'en voir plus. Laurent avait raison. Une femme capable de se dresser contre une famille aussi autoritaire et hypocrite, que ne pourrait-on pas lui confier ? Je lui ai serré la main. Mon cœur battait la chamade. Non pas d'émotion, mais parce que je sentais que je commençais vraiment une nouvelle vie. Les jours suivants, j'ai commencé à travailler régulièrement. Arrivé à 8 heures, départ à 10 à 7 heures. Chaque fois que je franchissais les portes vitrées de l'entreprise, j'avais l'impression d'être une autre femme. Plus l'ombre effaçait derrière son mari, plus la belle-fille du clan Dubois, mais Élise Moreau, une femme libre et indépendante. Et les signes que Simon Chevalier commençait à m'envoyer étaient impossibles à ignorer. D'abord, une tasse de café posée sur mon bureau chaque matin, exactement comme je l'aime, un café noir sans sucre, avec quelques glaçons.
Ensuite, des passages faussement fortuits près de mon bureau pour me demander « Le travail, ça va? Vous avez déjeuné? Rentrez tôt ce soir. » Ou alors « On fait des heures sup ensemble? » Au début, j'ai pensé que c'était de la politesse, mais peu à peu, le doute s'est installé. Un doute qui, pourtant, ne me déplaisait pas. Au contraire, il m'apaisait parfois. Un jour, après lui avoir soumis un projet de contrat à réviser, j'ai frappé à la porte de son bureau. Il m'a souri, en me voyant. « Entrez, je vous attendais. Le travail est terminé. Je vous prie de le réviser pour demain après-midi. » Au moment où j'allais me retourner, il m'a appelé par derrière. « Élise. » « Oui, ce soir, c'est le pot trimestriel pour les anniversaires des employés. Il y aura du vin. Restez avec nous. » Et yes, Otomojuk, j'ai hésité, mais j'ai finalement hoché la tête. Ce soir-là, je me suis retrouvé assise avec mes collègues sous une lumière tamisée. Une musique douce flottait dans l'air et le tintement des verres de vin résonnait clairement. Personne n'a mentionné mon passé. Personne ne m'a regardé avec pitié. On me traitait simplement comme une collègue, d'égal à égal, comme Élise Moreau, une femme comme les autres. À la fin de la soirée, j'attendais un taxi dans le hall. Simon Chevalier s'est approché et s'est posté à côté de moi, les mains dans les poches. « Je vous raccompagne ? » « Ce n'est pas la peine. J'ai l'habitude de rentrer seul. » Il a hoché la tête, mais n'est pas parti. « Élise, je ne sais pas quand le dire, mais je crois que je commence à avoir des sentiments pour vous. » Je me suis figé. Le vent du soir effleurait mes cheveux. Je l'ai regardé, sans le fuir, sans m'approcher. Je sors à peine des décombres. Je ne sais pas encore si j'ai la force de faire confiance à quelqu'un à nouveau. Il m'a regardé avec un regard patient. Je ne vous demande pas de me faire confiance tout de suite. Je veux juste que vous sachiez qu'il y a quelqu'un qui est prêt à attendre. Je suis restée silencieuse. Émotion ou peur, je ne savais pas. De retour à la maison, je me suis allongé sur mon lit. Le téléphone serré dans ma main, je n'ai pas répondu, mais mon esprit était confus. Un homme bien, qui apparaît au moment où j'essaie de me relever. Est-il sincère? Ou est-ce une autre épreuve du destin? Je n'avais pas de réponse, mais je savais que mon cœur commençait lentement à lâcher prise. Mais au moment même où je pensais avoir trouvé la paix, un SMS anonyme est apparu, me replongeant dans l'abîme du doute. Méfiez-vous de Simon Chevalier. Les gens gentils ne sont pas tous sincères. C'est un homme qui a fait croire à beaucoup de femmes qu'il les aimait, avant de les abandonner avec des blessures qui ne guériront jamais. Ce SMS anonyme est arrivé au milieu de la nuit. Court, mais il s'est planté dans mon cœur comme un poignard glacé. J'ai passé la nuit à le relire, sans trouver le sommeil. Est-ce vrai? Ces 3 mots tournaient en boucle dans ma tête. Je n'étais plus une femme naïve. J'avais vécu dans une belle famille, où tous les coups étaient permis. J'avais connu un mariage trompeur, et j'avais vu des gens se poignarder dans le dos pour de l'argent et l'honneur. J'avais fait confiance, et j'étais tombé. La peur de refaire la même erreur était immense. Mais cette fois, je devais en avoir le cœur net. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau avec un léger sourire, et j'ai salué mes collègues comme d'habitude. Mais dans ma tête, un plan se dessinait déjà. J'ai décidé de commencer par la personne la plus digne de confiance, Madame Olivier, la chef comptable. Elle travaillait chez Bâtisseurs du Rhône depuis 7 ans, et, malgré une mise à pied pour s'être opposée à une réduction de primes injustes, elle était revenue par pure loyauté envers Simon Chevalier. Je l'ai invitée à déjeuner. Nous nous sommes assises dans un coin discret d'un restaurant de quartier, où personne ne ferait attention à nous. Madame Olivier, je vais être direct. Est-ce que le PDG a déjà eu des histoires avec des employés? Madame Olivier a posé ses couverts, m'a regardé longuement, puis a souri. Toi aussi, tu as reçu le SMS anonyme. J'ai été surprise. Vous aussi. Non pas moi. Mes 3 anciennes collègues de l'administration l'ont reçu. Quand elles sont arrivées, elles ont toutes été énormément aidées par Monsieur Chevalier. Mais peu de temps après, la rumeur a commencé à courir qu'il se jouait des sentiments des employés. J'ai serré les poings et j'ai dégluti. Alors, c'est vrai? Madame Olivier a secoué la tête. Aucune preuve. Et personne n'a jamais osé parler. Un jour, elles ont toutes les 3 démissionné en même temps. Elles n'ont rien dit. L'une s'est mariée, les 2 autres ont changé de secteur. Personne n'a parlé publiquement,
Mais je me souviens qu'une certaine Amélie a passé une semaine à pleurer dans les toilettes avant de partir brusquement. Quelqu'un a dit l'avoir vu déchirer une sorte de lettre. Rien de sûr. Mon cœur s'est serré, comme si un poids l'écrasait, et j'ai eu du mal à respirer. Mais j'ai fait semblant de rien. Vous savez où est cette Amélie maintenant? Madame Olivier a froncé les sourcils en réfléchissant, puis a sorti son téléphone. Je vais demander à une ancienne collègue. Je crois qu'elle a été transférée dans une société d'exportation de produits agricoles, à Lyon même. Cet après-midi-là, après le travail, je me suis rendu discrètement à l'adresse que Madame Olivier m'avait donnée. La société d'exportation se trouvait au 3e étage d'un vieil immeuble. J'ai frappé, et une femme de petite taille, à l'air doux, m'a ouvert. La trentaine. Mon cœur s'est mis à battre la chamade en la voyant. « Vous êtes Amélie ?»« Oui. »« Mais qui êtes-vous ?»« Je suis Élise Moreau, une nouvelle employée de bâtisseur du Rhône. J'ai entendu dire que vous y aviez travaillé. J'aurais quelques questions à vous poser sur Simon Chevalier. » Le regard d'Amélie s'est assombri. Après un instant, elle a ouvert la porte. « Entrez. » Nous nous sommes assises dans un coin d'un petit bureau, où 2 ventilateurs vrombissaient. Amélie m'a servi un verre d'eau et a soupiré. « Vous êtes la 3e personne à venir me voir en 2 ans. C'est à cause du SMS anonyme. »« Oui, et je crois savoir qui l'a envoyé. » J'ai attendu qu'elle poursuive. Quand je travaillais chez Bâtisseur, Monsieur Chevalier était vraiment gentil. Il m'aidait dans mon travail, me ramenait chez moi quand je finissais tard, m'offrait des livres, m'invitait à dîner. Je pensais que c'était une nouvelle chance. Sa voix s'est étranglée. Une fois, nous étions en déplacement et j'ai trop bu. Il m'a ramené à l'hôtel. Le lendemain matin, je ne me souvenais de rien, mais il y avait une lettre manuscrite sur mon bureau. Gardons un bon souvenir de la nuit dernière. Je ne veux pas m'engager, et vous êtes une fille bien. J'étais confuse, je me sentais trahie. Je ne sais même pas si j'ai vraiment été trahie, mais ce sentiment d'avoir été utilisé et jeté, c'était horrible. J'étais pétrifié, incapable de prononcer un mot. Amélie a continué. Après ça, j'ai démissionné. Je n'ai même pas pensé à porter plainte, j'avais peur des rumeurs. Mais la petite sœur d'une autre employée qui a vécu la même chose après moi a développé une haine viscérale envers Monsieur Chevalier. Un jour, elle m'a dit « Je ne le laisserai jamais s'en tirer comme ça. » J'ai demandé prudemment « C'est elle qui envoie les messages ?» C'est sûr, j'ai remercié Amélie et je me suis levé. Je suis sorti le cœur lourd. Je ne pouvais pas affirmer que Simon Chevalier était coupable à 100%. Mais je savais qu'il n'était pas aussi simple que l'image d'homme distingué, attentionné et chaleureux qu'il projetait. Cette nuit-là, je me suis allongé sur mon lit, fixant le plafond. Le regard de Simon Chevalier, sa voix me demandant si j'avais faim, le café posé précisément sur mon bureau chaque matin, son regard doux lors du pot de l'entreprise me sont revenus. Tout pouvait être sincère, mais tout pouvait aussi être une pièce de théâtre, un scénario bien rodé. Je lui ai envoyé un message. Je prends 2 jours de congé. J'ai besoin de temps pour réfléchir, au travail et à la confiance. Sans attendre de réponse, j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain, je suis retourné dans ma région natale. J'ai marché sur le vieux chemin de terre que ma mère empruntait chaque jour pour aller au champ. J'ai retrouvé la fille que j'étais, celle qui croyait que l'amour était tout, qu'un sourire bienveillant était un salut. Je ne croyais plus aux contes de fées, mais je croyais au droit de douter. Et cette fois, si je faisais un faux pas, je ne m'effondrais pas. Je me relèverais, encore une fois. J'avais pris 2 jours de congé, mais mon esprit ne pouvait pas se reposer. J'ai vécu au ralenti dans ma région natale, sans téléphone, sans réseaux sociaux, buvant un thé chaud chaque matin, assise près de ma mère en écoutant le chant du coq, mais mon cœur n'était pas en paix. Il bouillonnait comme une cocotte minute, prêt à exploser, car je savais que je devais bientôt prendre une décision. La confiance était pour moi un luxe. Après avoir vécu 10 ans comme l'épouse d'un traître, après avoir été amèrement trompé par des gens que j'appelais famille, j'avais décidé de ne plus faire confiance à personne facilement. Pourtant, Simon Chevalier, avec ses gestes doux, ses paroles tendres et son regard qui semblait tout comprendre, m'avait presque fait croire que je pouvais recommencer ma vie. Jusqu'à ce SMS anonyme. Et l'histoire d'Amélie m'a fait prendre du recul pour voir les choses clairement. Le matin de mon 3e jour de congé, je suis revenu en ville. À peine descendu du bus, mon téléphone a sonné.
C'était Simon Chevalier. J'ai décroché. Vous êtes où? J'ai répondu brièvement. Je viens de rentrer à Lyon. On peut se voir? Juste 10 minutes. J'ai hésité, mais j'ai fini par accepter. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café au bord de la Saône. Il était déjà là, toujours impeccable, chemise blanche aux manches retroussées, tenant 2 tasses de thé chaud. Je me suis assise, sans un bonjour, sans un sourire. Mes sentiments étaient désormais clairs et directs. Il m'a regardé en silence un instant, puis a dit doucement, « Vous vous méfiez de moi, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas nié. « Oui, et je pense avoir de bonnes raisons. » Il a légèrement hoché la tête. « Alors, laissez-moi vous raconter, sans rien cacher. Tout. Ensuite, que vous partiez, que vous restiez, que vous me croyiez ou non, ce sera votre choix. » Je me suis redressé, prêt à accepter n'importe quelle vérité. Il a commencé son histoire. J'ai aimé une femme très forte. On travaillait dans la même entreprise. Elle avait 2 ans de plus que moi, et elle était divorcée. On s'est rencontrés quand l'entreprise était encore petite, à l'époque où on se déplaçait en scooter et où on mangeait des nouilles instantanées. Je suis restée silencieuse. Je n'avais jamais entendu cette histoire. Quand l'entreprise a commencé à grandir, j'ai été promu chef de projet. Pour me protéger, elle a endossé toutes les erreurs financières et a été licenciée. À ce moment-là, je n'ai pas osé intervenir. J'avais peur de perdre mon poste, de nuire à ma réputation. Et je me suis tue. Elle est partie, sans un mot de reproche, juste en me disant de vivre en accord avec l'homme que j'étais autrefois. J'ai senti ma poitrine se serrer. Il m'a regardé avec des yeux pleins de culpabilité. Depuis, j'ai essayé de bien faire, d'aider les nouveaux, de garder mes distances dans les relations ambiguës. Mais certains ont mal interprété, d'autres sont tombés amoureux et se sont sentis blessés quand je ne répondais pas à leurs avances. Je l'ai interrompu. Et Amélie? Il n'a pas esquivé et a hoché la tête. Je savais qu'elle avait des sentiments pour moi, mais j'ai gardé mes distances. Le jour de ce déplacement, elle était saoule, c'est vrai. Je l'ai ramenée, et il ne s'est rien passé. Mais quand elle s'est réveillée, j'étais déjà parti, et il ne restait que mon mot. Reprenez-vous. Il n'y a rien entre nous. Ne vous faites pas de mal en vous faisant des idées. Je me suis figé. Mais pourquoi ne pas l'avoir expliqué clairement? Pourquoi avoir laissé tout le monde mal interpréter? Il m'a regardé, comme pour chercher une lueur de compréhension dans mes yeux. Je pensais que plus j'expliquerais, plus les choses se compliqueraient. Et à ce moment-là, j'étais fatigué de m'excuser pour des choses que je n'avais pas faites. Je voulais juste me taire et espérer que les gens oublient d'eux-mêmes. Pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux non pas du calme, mais une véritable fêlure. Il a poursuivi. « Élise, je ne suis pas parfait. J'ai fait des erreurs, j'ai été lâche, mais je n'ai jamais utilisé personne. Et si je vous apprécie, ce n'est pas parce que vous avez souffert, mais parce que cette souffrance n'a pas fait de vous une personne cynique. Je n'ai rien dit, mais mon cœur a commencé à vaciller. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi, et, allongé sur mon lit, j'ai repensé à chaque mot qu'il avait dit. Je ne savais pas si la vérité était aussi parfaite qu'il le disait. Je ne pouvais pas être sûr qu'il avait raison, et que tout le monde avait tort. Mais une chose était sûre, je n'étais plus la femme qui croyait aveuglément et baissait la tête, ni celle qui avait peur d'aimer à cause de son passé. J'avais grandi, et j'étais devenue assez forte pour affronter la vérité, et pour pardonner, si ce pardon était un choix que je faisais non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi-même. Le lendemain, je suis allé au bureau. Simon Chevalier se tenait devant mon poste. Il tenait une petite corbeille de fruits. Je l'ai regardé, et j'ai dit doucement, « J'ai encore des doutes. Mais je ne vais pas fuir. » Il a souri, sans se presser, sans forcer. « Je ne vous demande pas de me croire tout de suite. Je demande juste la chance d'attendre. » Je n'ai pas répondu. Mais pour la première fois après tant de blessures, je n'ai pas repoussé la main qu'on me tendait. J'ai légèrement touché la corbeille de fruits, sans me presser de l'ouvrir, sans la refuser. Pour quelqu'un comme moi, qui avait perdu la foi, c'était déjà un très grand pas. La vie a progressivement retrouvé son équilibre. Je travaillais dur chez Bâtisseurs du Rhône, en gardant une distance raisonnable avec Simon Chevalier. Ni trop proche, ni sur la défensive. J'ai appris à sourire, même si mon cœur n'était pas complètement en paix,
et j'étais reconnaissante de me réveiller le matin, sans être hantée par les cauchemars du passé. Mais la vie ne laisse personne tranquille très longtemps. Un samedi matin, j'étais dans un coin d'un café de quartier, sirotant un thé chaud, en lisant des dossiers. Mon téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement. C'était le numéro de ma belle-sœur, Anne, celle qui m'avait traité de femme hypocrite devant toute la famille. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Allô ?» La voix d'Anne était paniquée. « Élise, aide-nous, s'il te plaît. Papa est dans un état critique. Il a fait un deuxième AVC. Le médecin dit qu'il faut l'opérer d'urgence, mais maman ne trouve personne pour s'occuper des formalités. Mon frère est injoignable, et cette Chloé s'est enfuie depuis le jour où la rumeur a éclaté. » J'ai froncé les sourcils. J'étais sceptique. « Pourquoi m'appelez-vous? Vous avez oublié? Je ne suis que l'ex-belle-fille. Votre mère a dit que j'avais déshonoré la famille. Je sais, je suis désolé, Élise. Mais c'est toi qui t'occupais le mieux de papa. Tu connais ses antécédents, tu sais comment faire les papiers. S'il te plaît. » Maman est au bord de l'évanouissement à l'hôpital. Je regardais la vapeur s'échapper de ma tasse de thé. Mon cœur était un écheveau de fils emmêlés. Je les détestais. Assez pour que mon cœur se glace à leur simple pensée. Mais je me suis souvenu. Mon beau-père avait parfois été gentil avec moi. Une fois, alors que j'étais cloué au lit par la fièvre, il m'avait apporté un bol de soupe en cachette de ma belle-mère. Un autre après-midi, en poussant son fauteuil roulant dans le jardin, il m'avait dit « Une belle fille, c'est comme une fille. » Cet imbécile d'Antoine n'a pas su apprécier sa chance. J'ai soupiré. Quel hôpital! L'hôpital de la Croix-Rousse, en soins intensifs. Je suis arrivé à l'hôpital en 30 minutes. En entrant dans le couloir, j'ai vu Isabelle Dubois, la tête baissée, assise sur une chaise. Ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements froissés. À côté d'elle, Anne, affolée, appelait un médecin. Quand je me suis approché, elles ont relevé la tête. Le regard d'Isabelle a croisé le mien. Elle n'a rien dit, s'est juste recroquevillée et a éclaté en sanglots. C'était la première fois que je voyais cette femme vraiment pleurer. Pas de fausses larmes, pas de voix stridente, juste des sanglots étouffés, épuisés, impuissants. Anne s'est précipitée vers moi, comme une naufragée s'agrippant à une paille. « Élise, s'il te plaît, aide-nous. Je ne sais pas comment faire les démarches. Le médecin me pose des questions sur son premier AVC, sur ses médicaments pour le cœur, pour la tension. Tu as tous les dossiers. » J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti le vieux dossier médical. Je l'avais gardé pendant 2 ans. C'était celui que je prenais toujours avec moi quand j'attendais les consultations de mon beau-père. Anne l'a pris comme un trésor et s'est précipitée à l'intérieur. Je me suis assise à côté d'Isabelle. Elle m'a regardé avec ses yeux roux et gonflés, les lèvres tremblantes. Au bout d'un moment, elle a dit doucement « Merci ». J'ai été surprise. C'était un mot que je n'avais jamais entendu de sa bouche en plus de 10 ans. Je n'ai pas répondu. L'opération a duré plus de 3 heures. J'ai attendu avec elle. Personne ne parlait. Seul le tic-tac de l'horloge et les annonces appelant les patients résonnaient. Finalement, le chirurgien est sorti. L'opération s'est bien passée pour le moment. Mais il faut surveiller le patient de très près. Il ne doit subir aucun choc violent. Et un membre de la famille qui connaît bien son état doit rester à ses côtés la première semaine. Isabelle s'est effondrée, et Anne a caché son visage dans ses mains en sanglotant. J'ai demandé au médecin « Docteur, je suis l'ex-belle-fille, mais je me suis occupé personnellement de M. Dubois. Puis-je rester avec la famille pour veiller sur lui ?» Le médecin a hoché la tête. « Très bien. Si vous connaissez bien son état, il est préférable que vous restiez à ses côtés, surtout pendant les premières 72 heures. » Je me suis tourné vers Isabelle et Anne. « Je vais rester, mais c'est pour M. Dubois et pour personne d'autre dans cette famille. » Elles ont hoché la tête. Personne n'a osé dire un mot de plus. Cette nuit-là, je suis resté à l'hôpital, veillant au chevet de M. Dubois. Il était encore inconscient, mais son teint revenait peu à peu. Je lui ai pris la main, une main ridée et froide. « Beau papa, je suis là. » C'est Élise. Sa paupière a légèrement tressailli. Je ne savais pas s'il m'avait entendu, mais au fond de moi, je croyais qu'il me reconnaissait. J'ai passé la nuit les yeux rivés sur l'écran du moniteur cardiaque. Le lendemain matin, en sortant dans le couloir pour la relève, j'ai vu Isabelle. Elle tenait un thermos de soupe chaude. Je l'ai préparé.
au cas où il reconnaîtrait l'odeur. Je l'ai regardé en silence, mais je n'ai pas refusé. Pour la première fois, son regard n'était ni accusateur, ni méprisant, mais celui de quelqu'un qui sait qu'il a mal agi mais ne sait pas par où commencer pour s'excuser. Et elle a dit doucement, « Je t'ai fait tellement de mal. » Je suis restée silencieuse. « C'est normal que tu ne me pardonnes pas, mais est-ce que tu peux me laisser essayer de réparer, ne serait-ce qu'un peu ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. Sans colère, sans rancune, j'ai juste dit lentement, « Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir réparer. Quand beau papa se réveillera, je l'aiderai. Mais après, je ne reviendrai pas. Je suis allé trop loin pour faire demi-tour. » Elle a hoché la tête et l'a baissée. Sans excuse, sans supplication, comme quelqu'un qui a perdu la chose la plus importante de sa vie, mais n'ose pas demander qu'on la lui rende. Cet après-midi-là, j'ai quitté l'hôpital et j'ai marché dans une petite ruelle près de chez moi. Le soleil du soir baignait le coin de la rue d'une lumière dorée. J'ai reçu un message de Simon Chevalier. J'ai appris la nouvelle. Vous êtes toujours la même. Vous rendez les autres honteux. J'attendrai votre retour. J'ai souri, et je n'ai pas répondu. Je savais que je n'étais pas prête à aimer à nouveau, mais je savais aussi que je n'étais plus celle qui se laissait emporter sans rien dire. Cette fois, c'est moi qui choisissais mes pas. Que ce soit pour revenir aider ceux qui m'avaient blessé, ou pour avancer et accepter quelqu'un de nouveau, je n'étais plus la même qu'avant. Mon beau-père s'est réveillé le matin du 4e jour après l'opération. J'étais dans le couloir de l'hôpital quand une infirmière a accouru. « Madame Moreau, le patriarche est réveillé. Il demande après vous. Il a dit votre nom, juste le vôtre. » J'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait. Je suis entré immédiatement dans la chambre. La pièce était silencieuse, une douce lumière filtrait à travers les rideaux blancs. Il était plus maigre, les yeux creusés, mais il avait toujours cette lueur de force qui le caractérisait. En me voyant, il a lentement levé la main pour me faire signe de m'asseoir près du lit. Je me suis approché, et je lui ai pris la main. J'avais la gorge nouée. « Beau papa, c'est moi, Élise. » Sa paupière a légèrement cligné. Sa voix était rauque. « Tu es encore là, parce que vous aviez besoin de moi. Je ne pouvais pas abandonner celui qui m'a traité comme sa fille. » Il a serré ma main. Ses yeux se sont embués. Je ne voyais plus en lui le beau-père autoritaire, mais un vieil homme fragile, revenu du seuil de la mort. Il a repris son souffle avec difficulté et a poursuivi. « Élise, j'ai quelque chose à te dire, à toi seule. » Surprise, je me suis tourné vers l'infirmière et Anne qui regardaient par la porte. « Pourriez-vous nous laisser un instant ? Beau papa veut me parler en privé. » Elles ont hoché la tête et sont sorties. Quand nous nous sommes retrouvés seuls, mon beau-père m'a fait signe de m'approcher encore. Sa voix était si faible que j'ai dû coller mon oreille pour l'entendre. Dans le tiroir du bas de la table de chevet, il y a une enveloppe jaune. Le code est ma date de naissance. Je me suis figé. Votre date de naissance? Oui, je l'ai changée il y a 2 ans. Je savais déjà à l'époque qu'il n'y avait personne d'aussi sincère que toi dans cette famille. Je n'en croyais pas mes oreilles. Au crépuscule de sa vie, la personne en qui il avait confiance était moi, la belle-fille chassée de la maison avec toutes les humiliations possibles. J'ai demandé d'une voix tremblante. Qu'y a-t-il dans cette enveloppe, beau papa? Le testament. L'original. Tous les biens, la maison, les terrains, sont au nom de ton mari, Antoine. Mais à une condition. S'il la trompe, tous les biens reviendront à la personne que j'ai désignée. Et qui avez-vous désigné? Il a fermé les yeux et a souri faiblement. Toi, j'étais sidéré. Mais beau papa, vous ne l'avez pas fait authentifier? Je n'ai pas eu le temps. Ce que je veux maintenant, c'est que tu aies une base pour te défendre s'ils te font des misères. Je sais tout pour Antoine et cette femme. Je le sais depuis longtemps, mais j'étais vieux, malade, sans force. Ta belle-mère a tout étouffé pour ne pas perdre l'honneur. J'ai tout vu. Ce n'est pas parce que je ne disais rien que je ne souffrais pas. Les larmes ont commencé à couler. Je lui ai serré la main et j'ai sangloté. Beau papa, je n'ai pas besoin des biens. Le simple fait de savoir que vous m'avez fait confiance sincèrement me suffit. Il m'a regardé avec un regard qui brûlait comme une dernière lueur. Tu as été ma belle-fille. C'est le regret de ma vie. Si je pouvais revivre, je t'aurais marié à un autre que cet imbécile d'Antoine. Nous avons tous les deux éclaté d'un rire noyé de larmes. Après cette conversation,
Je me suis rendu directement à la maison de 3 étages où j'avais vécu pendant 10 ans. Ma belle-mère avait changé les serrures après mon départ, mais aujourd'hui, c'est Anne qui m'a tendu la clé. C'est à toi d'y aller. Tu es la seule à savoir ce que papa a mis dans le tiroir. Je suis monté à l'étage, la table de chevet était toujours là. Je me suis penché, et j'ai tourné les molettes du code. Le jour de ma naissance, un clic, et la serrure s'est ouverte. À l'intérieur, une enveloppe jaune. C'était exactement comme mon beau-père l'avait dit. Je l'ai sortie. Sur l'enveloppe, une écriture manuscrite, à n'ouvrir qu'en cas de nécessité pour défendre la justice. J'ai ouvert l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, le testament holographe original, signé et empreint du pouce de mon beau-père, et un enregistrement sur un vieux dictaphone. J'ai appuyé sur « Play ». La voix de mon beau-père résonna clairement. Moi, Henri Dubois, rédige ce testament en pleine possession de mes moyens. Je lègue tous mes biens à mon fils, Antoine Dubois, sous les conditions suivantes. Ne pas commettre d'adultère, de violence conjugale ou de trahison envers son épouse. En cas de violation de ces conditions, tous les biens seront légués à mon ex-belle-fille, Élise Moreau. Élise Moreau est celle qui a pris soin de moi pendant ma maladie et qui a préservé l'honneur de cette famille jusqu'au dernier moment. Toute décision ultérieure lui appartiendra. J'écoutais en tremblant. Les larmes ne s'arrêtaient pas pour l'argent, mais parce que, enfin, quelqu'un dans cette famille reconnaissait ma valeur d'une manière que personne ne pouvait contester. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'Isabelle. « Élise, qu'est-ce que mon beau-père t'a dit? Dis-le-moi. » Sa voix était pressante, presque brisée. J'étais calme. « Vous voulez vraiment le savoir, belle maman? Je suis sa femme. J'ai le droit de savoir. Alors, je vais vous le dire. Beau-papa a laissé un testament. Et ce testament stipule que si Antoine me trahissait, tous les biens me reviendraient. » Un silence soudain à l'autre bout du fil, suivi d'un bruit sourd. Comme si elle avait laissé tomber son téléphone, quelques secondes plus tard, Anne a repris le combiné. « Élise, maman s'est évanouie. » Je me suis précipité à l'hôpital, mais je ne suis pas entré dans sa chambre. J'ai juste remis à l'infirmière les médicaments pour le cœur d'urgence que j'avais acheté pour mon beau-père et je suis reparti. Je ne me suis pas vengé. Mais je ne redeviendrai plus jamais la personne qui endure en silence. 3 jours plus tard, l'avocat de la famille m'a appelé. Il fallait organiser une réunion de famille pour vérifier la validité juridique du testament. Je suis entré dans la salle de réunion. Isabelle, Antoine, Anne et quelques autres parents étaient là. Tous les visages étaient tendus. Quand l'avocat a déployé le testament et a passé la cassette, la pièce est devenue silencieuse comme la mort. Il a hoché la tête et a confirmé. À ce stade, ce testament est juridiquement valide. Si la famille souhaite contester, il faudra engager une procédure. Cependant, avec un contenu aussi explicite, les chances de succès sont très faibles. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je me suis levé. Je n'ai pas besoin des biens. La seule chose que je souhaite, c'est que plus personne dans cette famille n'ait le droit de m'humilier, que personne ne me qualifie de destructrice. Je pars, mais je ne laisserai personne continuer à piétiner mon honneur. J'ai laissé une copie du testament et j'ai quitté la pièce. La tête haute, pour la première fois, je quittais ma belle famille non pas en silence, ni en larmes, mais dans la reconnaissance. Après la réunion avec l'avocat, je pensais que tout était terminé. J'avais déclaré que je ne prendrais pas les biens, donc je pensais qu'il me laisserait tranquille. J'avais prouvé que je n'avais pas tort, donc je croyais pouvoir vivre le reste de ma vie sereinement. Mais j'avais oublié une chose, la cupidité ne s'arrête jamais. 3 semaines après la lecture du testament, j'ai reçu une convocation du tribunal civil. La plaignante était mon ex-belle-mère, Isabelle Dubois. La plainte affirmait que le testament holographe de Henri Dubois avait été rédigé sous la contrainte, qu'il n'était pas sain d'esprit au moment de la rédaction et qu'il y avait eu manipulation de la part d'Élise Moreau et devait donc être annulé. Je ne savais pas si je devais en rire ou en pleurer. Après avoir vécu des décennies dans l'hypocrisie, elle était prête à piétiner la dernière volonté sincère de son mari pour de l'argent. Je suis allé voir mon avocat avec tous les documents originaux, l'enregistrement, le testament et même les images de vidéosurveillance de l'hôpital montrant ma conversation avec mon beau-père. L'avocat a examiné les documents et a hoché la tête. « Ne vous inquiétez pas, c'est un procès perdu d'avance pour eux.
Le testament a une signature, une empreinte, un enregistrement audio correspondant, et même une vidéo prouvant qu'il était saint d'esprit. S'il persiste, nous aurons le droit de contre-attaquer pour dénonciation calomnieuse. J'ai soupiré. Je ne veux pas de procès. Je veux juste leur montrer que je ne suis plus la personne facilement manipulable que j'étais. L'avocat a souri. Alors, laissez-les voir. Que l'ancienne belle-fille soumise n'existe plus. Vous êtes maintenant une personne qui tient une épée à double tranchant. S'ils vous sous-estiment, ils se couperont eux-mêmes. Le jour de la première audience, Isabelle est apparue vêtue d'un tailleur noir, le visage triste, comme une victime. Antoine était à ses côtés, mais la tête baissée. Je voyais bien qu'il ne voulait pas me regarder en face. Par honte, ou peut-être par peur. Je suis venu seul, sans avocat ni parent, mais chaque pas que je faisais était solide comme un roc. Dans la salle d'audience, Isabelle s'est levée. « Monsieur le juge, je suis l'épouse légale de Henri Dubois. Hey, prosemin pouté. Mon mari, à l'approche de la mort, n'était pas sain d'esprit à cause de son AVC. Mon ex-belle-fille, Élise Moreau, a secrètement exercé une influence psychologique sur lui et l'a manipulé pour qu'il rédige un testament lui léguant tous ses biens. C'est absurde, contraire à la morale familiale, et doit être annulé. J'ai écouté calmement. Quand mon tour est venu, je me suis levé et j'ai dit brièvement, « Monsieur le juge, j'ai toutes les preuves attestant que Monsieur Henri Dubois était en pleine possession de ses moyens lorsqu'il a rédigé ce testament. Le testament holographe a été écrit de sa main, avec sa signature, son empreinte, un enregistrement audio, et même une vidéo de la caméra de surveillance de l'hôpital. De plus, il a clairement stipulé que les biens me reviendraient si son fils le trahissait. El Cassimazou. J'ai soumis un certificat médical du neurologue de l'hôpital de la Croix-Rousse, confirmant que le patient Henri Dubois était lucide et avait une bonne capacité de reconnaissance de son environnement et des personnes pendant les jours qui ont suivi son opération. Le juge a soupiré et a hoché la tête. La cour s'est retirée pour délibérer. 15 minutes plus tard, le jugement de première instance a été rendu. Le tribunal a jugé que le testament de Henri Dubois était légal, volontaire et sans trace de contrainte. Toutes les demandes de la plaignante, Isabelle Dubois, ont été rejetées. Je n'avais plus rien à dire. Je me suis levé, j'ai salué le tribunal et j'ai quitté la salle. Dehors, Isabelle se tenait là, comme une statue de pierre. Sa fille, Anne, lui tenait l'épaule, les yeux rouges. Je ne les ai pas regardés, mais en passant à côté, j'ai dit doucement, « Vous disiez que je n'avais pas ma place dans cette maison. Maintenant, c'est moi qui n'en ai plus besoin. » Isabelle n'a pas répondu. Ses lèvres étaient serrées, mais j'ai vu dans ses yeux la panique, la confusion et l'amertume de quelqu'un qui a tout misé et qui a tout perdu. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai laissé le vent souffler à travers les rideaux blancs. J'ai reçu un message de Simon Chevalier. « J'ai entendu que tu as gagné le procès. Je ne te féliciterai pas. Tu n'avais pas besoin de gagner. Tu voulais juste vivre selon tes valeurs, et aujourd'hui, tu l'as fait. » J'ai souri. Il me comprenait si bien. Mais il ne savait pas encore. Je n'avais pas encore terminé. 3 jours plus tard, j'ai publié une copie du testament sur mes réseaux sociaux. Pas pour humilier, mais pour prouver mon honneur. J'ai écrit « Je ne réclame aucun bien. Ce que je souhaite, c'est que ceux qui m'ont piétiné en me traitant de belle-fille indigne, de traîtresse, de destructrice de famille, sachent que j'ai respecté mes devoirs, que j'ai été sincère, et que j'étais la dernière personne aux côtés de M. Henri Dubois quand ses propres enfants l'avaient abandonné. C'est la vérité, sans rien ajouter ni retrancher. Et la vérité existe, même si personne n'y croit. Le message a été partagé des milliers de fois. Beaucoup de gens ont commenté. Vous n'avez pas gagné avec les biens, mais avec votre dignité. Je n'ai répondu à personne, et j'ai discrètement supprimé l'application de mes réseaux sociaux pendant un certain temps. Je savais que je n'avais pas besoin d'éloges, mais d'être pleinement moi-même, après avoir vécu si longtemps dans l'ombre. Après avoir publié la copie du testament sur les réseaux sociaux, d'innombrables partages et commentaires ont envahi les forums féminins. Les gens m'appelaient la femme qui renaît de ses cendres, la seule victime qui a osé élever la voix au milieu des carcans des convenances. Je ne nierai pas que ces mots m'ont réchauffé le cœur, mais je ne me suis pas prise pour une héroïne pour autant. J'étais juste une femme ordinaire, qui avait enduré jusqu'à être acculée, et qui avait choisi de ne plus reculer.
Une semaine plus tard, j'ai reçu une invitation du Forum des femmes françaises engagées. C'était un grand événement réunissant des centaines de personnes, avec la participation de nombreuses personnalités ayant été victimes de mariages toxiques, d'abus psychologiques et de la société patriarcale. On m'a demandé de donner une conférence sur le thème « Comment se relever quand la famille est le plus grand obstacle ?» Je suis resté longtemps à réfléchir devant l'invitation. J'avais toujours vécu discrètement. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, je me tiendrais devant des gens pour raconter mon histoire comme une leçon. Mais j'ai soudain pensé à ces femmes, dehors, celles qui pleurent en secret chaque nuit, abandonnées par leur mari, humiliées par leur belle famille, et qui serrent les dents en silence. Si je ne parlais pas, elles penseraient qu'elles sont seules. J'ai accepté l'invitation. La conférence a eu lieu un dimanche matin, au Centre culturel de Lyon. Quand je suis monté sur scène, les projecteurs se sont braqués sur mon visage, et en bas, des centaines de paires d'yeux étaient tournés vers moi. Je n'ai pas tremblé, j'étais juste sereine. J'ai tout raconté, depuis le jour de mon mariage, le moment où j'ai découvert l'adultère d'Antoine, l'épisode où j'ai déposé mon beau-père chez sa maîtresse, le processus de divorce, la lutte pour retrouver mon honneur. Et enfin, le coup de grâce avec le testament. Personne ne m'a interrompu, personne n'a murmuré. Il n'y avait que des hochements de tête, des reniflements et des larmes. À la fin de la conférence, en descendant de la scène, des dizaines de personnes se sont précipitées pour me serrer la main, m'embrasser et me remercier d'avoir mis des mots sur ce qu'elles ressentaient. J'ai souri, mais je me suis soudain arrêté. Au bout de la file, se tenait Chloé. Elle portait un long manteau et un masque, mais j'ai reconnu son regard. Ce même regard qui m'avait regardé avec mépris, un jour dans un café, en tenant la main de mon mari. Je me suis figé, mais Chloé s'est approchée la première, a retiré son masque et a baissé la tête. Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, mais je n'ai plus personne vers qui me tourner, je suis venu vous supplier. Je suis restée silencieuse. Les gens autour ont commencé à murmurer. Curieux, j'ai légèrement hoché la tête. Suivez-moi. Nous sommes allés dans un petit salon de thé, près du lieu de la conférence. Chloé s'est assise en face de moi, les mains jointes. Elle avait beaucoup maigri. Ses cernes étaient sombres, et ses cheveux autrefois brillants étaient ternes et décolorés. « Vous allez bien » a-t-elle commencé. J'ai répondu froidement. Pas de politesse. Allez droit au but. Chloé s'est mordu la lèvre et a sorti une liasse de documents de son sac. Un certificat médical. J'ai été battu. Depuis que vous êtes parti, Antoine a changé. Dès qu'il boit, il casse tout, et quand quelque chose ne lui plaît pas, il me frappe. J'ai légèrement froncé les sourcils. Chloé a poursuivi. Je pensais que si je vous prenais Antoine, j'aurais gagné. Je m'imaginais être la femme la plus aimée du monde, assise dans cette maison. Mais en réalité, je n'étais qu'un substitut bon marché, un défouloir pour Antoine quand sa vie n'allait pas comme il le voulait. Et, qu'attendez-vous de moi ? Chloé m'a regardé en pleurant. Aidez-moi pour le divorce. Aidez-moi à porter plainte contre Antoine pour violence conjugale. Je n'ai personne, pas d'argent, pas de famille, pas d'avocat. Je veux recommencer, comme vous. Je me suis arrêté net. D'innombrables souvenirs ont afflué. Le moment où j'ai vu Chloé dans les bras de mon mari, le moment où elle m'a nargué en disant qu'un homme se partage, que c'est celle qui le garde qui gagne. Maintenant, elle était assise en face de moi, demandant pardon à celle qu'elle avait trahie. J'ai regardé Chloé droit dans les yeux. Tu sais que j'ai souhaité que tu vives toute ta vie dans la souffrance ? Chloé a hoché la tête, sans se justifier. Je sais, j'ai semé, je récolte. Mais, si vous m'aidez, je ne l'oublierai jamais. J'ai ricané. Je n'ai pas besoin de ta reconnaissance. Mais si tu veux vraiment sortir de ce bourbier, je t'aiderai. Passion, Jix, à une condition. Cette fois, tu assumes jusqu'au bout, sans fuir, sans pleurer, sans accuser les autres. Chloé a hoché la tête en pleurant. Je le promets. Le lendemain, j'ai emmené Chloé dans un centre d'aide juridique pour les femmes victimes de violences conjugales. Je l'ai aidée à remplir les formulaires, je lui ai trouvé un avocat commis d'office, et je l'ai fait obtenir un certificat de coups et blessures et un constat des urgences. Ce n'était pas par pitié, c'était parce que, comme pour moi, je ne voulais plus qu'aucune femme ne s'enfonce dans un tel bourbier. En rentrant chez moi dans l'après-midi, un petit colis était posé devant ma porte. Pas de nom d'expéditeur. En l'ouvrant,
J'ai trouvé une vieille photo. Je me suis figé. C'était une photo de mon ex-belle-mère, Isabelle Dubois, échangeant une liasse de documents avec un inconnu devant une banque. Au dos de la photo, une écriture manuscrite. Votre ex-belle-mère n'a pas encore abandonné. C'est la preuve qu'elle essaie de faire sortir les biens à l'étranger. Faites attention, il reste une dernière manche. J'ai serré la photo. Mon cœur battait la chamade. Je savais que la fin n'était pas encore arrivée. Et que si c'était le dernier combat, cette fois, c'était à moi de jouer le premier coup. En voyant la photo d'Isabelle devant la banque, mes mains se sont mises à trembler. Non pas par peur qu'elle détourne les biens, ni parce que l'argent de la famille Dubois m'intéressait encore, mais par lassitude face à ces gens qui croient pouvoir tout étouffer avec le pouvoir, le statut et les manigances. Jusqu'au dernier souffle, elle n'arrêterait pas. Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre, plongée dans mes pensées, et j'ai appelé la seule personne de cette famille qui avait gardé son intégrité, Laurent, mon ancien beau-cousin. Laurent, j'ai besoin de ton conseil. Si quelqu'un essaie de vendre des biens pendant un litige successoral, est-ce illégal? Bien sûr. Si ces biens sont mentionnés dans un testament ou sont sous séquestre provisoire en raison d'un procès, leur vente intentionnelle est un acte de dissimulation de biens qui, si prouvé, peut même entraîner des sanctions pénales. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas besoin d'en savoir plus. J'ai décidé que je devais mettre un terme à ce combat sur la plus grande des scènes, devant la justice. Le lendemain, je suis allé au cabinet de mon avocat et j'ai soumis la photo, ainsi que la copie des titres de propriété que mon beau-père m'avait laissés séparément, avec sa signature, et les numéros d'enregistrement. L'avocat a froncé les sourcils en voyant les documents. « Vous pensez que Madame Dubois est en train de céder les biens à un inconnu? Je ne le pense pas, j'en suis sûr. L'homme sur la photo est un courtier immobilier connu pour avoir été impliqué dans plusieurs transactions illégales de terrains litigieux vers l'étranger. » L'avocat a hoché la tête. « Compris. Je vais immédiatement envoyer une requête d'urgence au tribunal pour demander le gel provisoire de tous les biens mentionnés dans le testament jusqu'à la fin du procès. Si Madame Dubois a tenté de tromper la justice, ce sera le coup de grâce. » 2 jours plus tard, j'ai reçu une convocation du tribunal. Une audience avait été fixée en urgence. La raison, des indices montraient que la défenderesse, Isabelle Dubois, avait enfreint les règles concernant les biens successoraux non partagés. Je me suis rendu au tribunal. Isabelle était là aussi. Mais cette fois, il n'y avait plus de force sur son visage. Elle était amaigrie, les yeux creusés, les cheveux visiblement grisonnants. Quand la photo a été présentée comme preuve, avec un relevé de la banque confirmant qu'elle avait tenté de signer un mandat pour céder les biens à une connaissance en Australie, le tribunal a immédiatement ordonné le gel de tous les biens et a averti, si la défenderesse continuait d'enfreindre la loi délibérément, une enquête pénale pour dissimulation de biens serait demandée. Je suis resté assise en silence. Isabelle s'est tournée vers moi. Pour la première fois, il n'y avait dans ses yeux ni haine, ni arrogance, juste l'échec et la résignation. L'audience a été rapide. J'ai quitté le tribunal, la tête haute, et j'ai marché dans la lumière du soir. Je savais que j'étais allé au bout de mon chemin, que je n'avais plus rien à prouver, plus personne à affronter. 1 semaine plus tard, j'ai officiellement mandaté une fondation d'aide aux femmes victimes de violences conjugales pour lui faire don de tous les biens que j'allais hériter. La nouvelle a été publiée sur la page du Forum des femmes engagées, accompagnée de mon texte. J'ai un jour touché le fond. Si aujourd'hui, je peux me relever, c'est simplement parce que je veux aider à relever d'autres femmes qui sont tombées dans un profond abîme. Les biens peuvent se perdre, mais l'honneur doit être préservé. Élise Moreau. Ce soir-là, je me suis promené seul le long des quais de la Saône. Je ne portais ni sac de luxe, ni vêtements extravagants. Personne n'aurait pu deviner que j'étais celle qui avait un jour fait imploser toute une famille. J'étais juste une femme ordinaire, souriante, après une longue tempête de 10 ans. Une voiture s'est lentement arrêtée sur le bas-côté. Simon Chevalier est descendu, tenant 2 tasses de thé chaud. Il m'en a tendu une. Il reste encore combien de combats? J'ai souri. C'est fini. C'est vraiment fini. Ça va. J'ai relevé la tête et je l'ai regardé. Je n'ai plus besoin de la protection de personne. Mais, si vous voulez marcher à mes côtés, pas besoin de me tenir la main. Marchez juste dans la même direction. Il a hoché la tête et a marché silencieusement à côté de moi. Personne ne parlait, mais mon cœur était léger comme une plume.
Et c'est en ce moment que je voudrais adresser ces mots à toutes les femmes du monde qui se sentent seules, piétinées, et qui sanglotent à cause d'un mariage injuste. N'endurez pas en silence. N'acceptez pas. Apprenez à vous relever par vous-même. Car si vous endurez trop longtemps, les gens ne vous en seront pas reconnaissants, ils penseront que c'est votre devoir. Choisissez de faire un pas en avant, ne serait-ce qu'un seul. Votre honneur, personne d'autre que vous-même ne peut le protéger.